sont tous... Attends, je valide. Est-ce que tu peux parler? Ouais, eh ben bienvenue. J'habitais juste en bas de la rue, donc le Ah trajet. ouais, carrément bienvenue. Donc c'est mon podcast et c'est toi qui dis. Non, c'était une phrase d'accent. Le mec, il a trop l'habitude Bienvenue dans ma tête. son... Bienvenue dans ma tête, c'est pour ça. Bon courage, l'épisode va durer 5 heures. Bah ça m'a l'air pas mal. On est prêt à partir? Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Pour ce premier épisode de l'été de La Leçon des auditeurs, je reçois un auditeur pas comme les autres, puisqu'il s'agit aussi d'un collègue podcasteur de talent, Aymeric Gillet, que vous connaissez probablement grâce à son podcast Anecdate, qui déconstruit les enjeux sociétaux via le prisme de la rencontre. Aymeric est aussi et avant tout auteur pour Netflix notamment, mais aussi Kevin Razi, Citizen K, etc. Il vient d'ailleurs de sortir son 3e ouvrage, Plénitude. Il va nous raconter aujourd'hui comment l'échec de son documentaire l'a mis sur la voie du podcast. Ouhou, vaste sujet! Grave. Raconte-moi ce début de documentaire. Toi, t'es déjà auteur à l'époque. Comment ça se passe? Alors déjà, bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. J'avoue que moi, je suis à fond dans le dur. Non, mais t'as raison. Et j'en profite, c'est Aymeric Macouillard Gillet, comme ça je rends hommage aussi à mon papa qui s'appelle Macouillard. Bah, tu m'as dit d'enlever... quand j'ai validé ton nom de famille, tu m'as dit non, c'est ça, Aymeric Gillet. Donc j'ai enlevé. Comme t'as dit Gillet, j'ai rectifié juste le gilet, c'est pour ça. Oh non, désolé. D'accord, ok. Donc j'ai juste, c'est enregistré que j'avais bien mis au départ. Ouais. On est d'accord. Parce qu'en ce moment, je me foire à toutes les intros. Non, c'est un quiproquo, t'as raison. Mais il y a pas de mal. Okay, et donc du coup, donc à l'époque de ce documentaire-là, non, je suis quand même vachement en autodidacte, tu vois. Genre, moi, j'ai fini des études, j'ai fait des études de communication, et ensuite j'ai fait 1 an dans la publicité. Suite à la fin de ces études-là, j'ai fait 6 mois en agence pour recontextualiser, et je me rends compte que ça va pas être pour moi. Et du coup, je te comprends. Tu vois. et du coup, je commence à je fais le choix de prendre des petits boulots, et à côté de ces petits boulots-là, je me forme sur je commence à lire des livres de sociologie, tu vois, de déconstruction de plein de choses, etc., sur les sujets politiques. Et à côté, par contre, j'ai toujours été pas mal dans le milieu militant, tu vois, notamment bordelais, associatif et tout. Et je monte ma première association et je commence à faire un truc. Et peut-être que tu veux que je détaille ce que c'était ce documentaire et... Ouais, j'aimerais juste comprendre ce qui t'a donné envie de d'abord faire un documentaire, parce que être militant et avoir à cœur de participer à la société, c'est une chose, mais pourquoi un documentaire? Comment est-ce que tu commences à le créer? Donc du coup, je pense qu'il y a un truc un peu qui s'explique pas, tu vois, on en parlait en off, le rapport à la scène, le rapport artistique et tout. Moi, il y a eu un moment où ça s'est déclenché, tu vois, j'ai commencé à écrire, donc mon premier prisme c'était l'écriture. Et après, vite, quand j'écrivais des trucs imagés, donc je me suis dit aussi, pourquoi pas le mettre en image, mais j'avais pas les connaissances techniques et tout. Et donc il y a vraiment une part que j'explique pas, tu vois. Naturellement, c'est venu, je me suis dit, ok, mais il faut mettre des gens derrière la caméra pour qu'il y ait une trace. Je pense que c'est cette idée de trace-là, et l'idée aussi que c'est plus facilement diffusable. Là, je trouve que la littérature a repris ses lettres de noblesse depuis quelques temps, mais franchement, il y a eu un moment de creux où, en tout cas, dans les milieux où moi j'évoluais, qui sont des milieux très populaires, c'était plus simple d'intéresser les gens par la vidéo. Puis ça a peut-être pas toujours le même impact pop culture qu'aurait un documentaire sur Netflix. On le voit à chaque fois, les sujets de discussion. Alors il y a le dernier livre, bien sûr, mais Netflix a un tel pouvoir à l'heure actuelle que si tu veux faire passer un message, c'est malin en vrai. Exactement, c'est que sans tomber dans le paternalisme, de toute façon, j'en suis issu des classes très prolétaires et très populaires, mais il est vrai qu'on nous coupe l'accès à certaines cultures, et les livres en font partie, et du coup on se tourne plus facilement, comme tu le dis, vers la pop culture. Donc il y avait pas une ambition de faire un objet pop culture, par contre il y avait une ambition de faire un objet visuel, et donc moi mon documentaire il était sur le racisme aversif et notamment le privilège blanc. Le racisme aversif? Ouais, c'est le nom scientifique. J'avais jamais entendu parler de ce nom. C'est le nom scientifique pour ce que certains appellent racisme ordinaire. Bon, dans la sémantique du racisme ordinaire, il y a un angle mort qui est pour moi négatif à l'appeler comme ça, parce qu'il y a rien d'ordinaire, on devrait pas s'habituer, tu vois, à ce qu'il le soit. Donc c'est plutôt le racisme insidieux, tu vois, si on devrait traduire, c'est les trucs dont on se rend pas compte, dont souvent on a peur de mettre le mot racisme, parce que pour la plupart des gens, et dans l'éducation qui nous est transmise, en plus on est en période électorale, le racisme c'est que le règne et tout. Et l'idée, d'un point de vue sociologique, c'est d'expliquer que le racisme c'est pas juste des attaques, c'est un énorme système
qui se construit petit à petit grâce à plein de choses. C'est hyper intéressant et je fais un mini truc en plein milieu, mais je me rends compte à quel point on fait tous preuve par moments d'idées préconçues, etc. Mais sans le vouloir, et tout au long de sa vie, j'ai l'impression qu'on doit tous déconstruire plein de choses. Hein, exactement. Et du coup, une des clés pour déconstruire ça, c'est la sociologie. Tu vois, l'idée, c'est de dire parce que les gens peuvent vite tomber malgré eux dans la culpabilité, se dire ah ouais, j'ai fait preuve de ça et tout. Mais en fait, c'est un système. Donc, qui dit système, s'il faut à la fois se responsabiliser et pour pas trop se culpabiliser non plus, il faut savoir se dire, on a ce que Bourdieu a appelé des habitus, des choses qui se forment selon les environnements où on grandit, tu vois, où on se sociabilise. Et forcément, on est des êtres sociaux. Qui dit des êtres sociaux dit qu'on est des êtres poreux, que la société, elle nous infiltre. Et quand la société, elle se penche pas sur ce qu'est réellement le racisme dans l'éducation nationale, dans nos politiques et tout, forcément, tu te penches pas dessus. C'est intéressant parce que ce que tu dis, vraiment, on peut changer le mot racisme par le mot écologie. J'ai l'impression qu'il y a vraiment cette force-là à l'heure actuelle de réaliser que on est tous en train de se culpabiliser parce personne n'a les gestes parfaits, tu vois. En réalité, il y a aussi tout un système qui est là pour nous culpabiliser, pour ne pas trop se regarder lui-même. En fait, c'est sur tous les grands sujets. L'écologie, la misogynie, le sexisme, le classisme notamment, le rapport qu'on a par exemple au capitalisme, puisqu'on va dire que tout en haut de ces systèmes, le gros système qui permet de maintenir toutes ces choses et qui a plein de tentacules, c'est le capitalisme. Et souvent, ce que je dis aux gens, c'est que bien entendu qu'il faut jamais blâmer les individualités. Bien entendu que je ne blâme pas la personne qui a pas de moyens et qui achète malgré tout sur AliExpress, qui achète du coca et tout. Tu peux pas la blâmer parce qu'elle doit pas porter sur ses épaules le poids d'un système en entier. Par contre, ce qu'on peut inviter, c'est se responsabiliser. Voilà, c'est se responsabiliser. Mais ça, on n'a pas tous les mêmes privilèges vis-à-vis de cette responsabilité-là. On n'a pas tous les mêmes accès à l'éducation. D'où l'importance de faire des choses comme des documentaires qui sont faits par nous, même de manière autodidacte. Et moi, du coup, à l'époque, c'est ce que je fais. Je suis encore à la fin de fac, tu vois, je finis juste mes études. Et en gros, quelle est la naissance de ce documentaire ? J'aime bien dire et rendre hommage à la personne pour la genèse de ce truc. C'est que moi, au lycée, back in the days, j'étais au lycée avec une personne qui s'appelle Victoire. Et en gros, Victoire, quand j'étais au lycée, donc je t'ai dit, je viens d'un milieu populaire, moi de mon environnement proche, avec qui je me suis sociabilisé, j'étais la seule personne blanche et tout. Et Victoire était une femme noire dark skin. Et pendant tout le lycée, elle portait soit des perruques, soit elle se défrisait les cheveux. Et donc, il y a des problématiques liées au racisme vis-à-vis de ça et tout, de qu'est-ce que ça signifie, tout ça. Et bon, au lycée, j'étais pas plus intéressé que ça par ces questions-là, en fait. J'étais... Par quoi ? Par le fait de se défriser ? Pour changer sa nature de cheveux, pour oui, c'est ça. En fait, l'idée, c'est que ce serait un long débat, mais c'est que en fait, c'est hérité d'un passé colonial qui est très fort, tu vois. Cette idée de quand tu célébrer sa nature de cheveux, d'essayer de correspondre aux standards de beauté. Exactement. Okay. Et en plus que t'as surtout un truc, c'est tu brûles le cuir chevelu. Il y a plein de femmes qui sont atteintes d'alopécie. Les produits défrisants sont cancérigènes, donc c'est quelque chose, tu vois. Même les produits, je m'étais vachement intéressée aux produits qui décolorent la peau des femmes noires. Ouais, le choco, ouais. Qui sont extrêmement cancérigènes. Exactement. Et c'est une substance que tu ne trouves plus que dans ces produits-là, qui a été interdite partout ailleurs. Tu sais, il y a plein de questions qui se posent. Pourquoi c'est les seuls qui autorisent encore il y a tellement de problématiques comme ça qui font partie du coup du racisme inversif sur lequel on se penche pas. J'embrasse aussi plein d'amis, de frères à moi antillais où il y a une problématique du chlordécone là-bas, tu vois, où c'est pareil. C'est quoi ça ? Le chlordécone, c'est une molécule, alors peut-être si c'est molécule, il me semble bien, qui se retrouve dans les plantes et dans les plantations et qui est extrêmement cancérigène, qui fait que le taux de cancer de la prostate et de cancer chez les femmes a explosé aux Antilles. Et en fait, c'était un truc dont on servait pour cultiver, tu vois, des choses. Et on l'a interdit partout, sauf aux Antilles. Ouais. Et donc quand tu regardes ces problématiques-là, tu dis il y a un problème, tu vois. Exactement. Et donc bon, à l'époque, je sais pas encore ce que c'est le chlordécone, tout ça et tout. Par contre, il y a ce truc en moi du fait de la classe sociale où je suis, où j'ai toujours été militant sur. Pareil que l'art et tout, tu l'expliques pas, c'est en toi et tout, c'est la conscience de classe ouvrière, tu vois, que j'ai hérité de mes parents, de mon père notamment. Et donc du coup il y a Victoire qui est au lycée, et au lycée avec Victoire on se parle pas du tout, tu vois, on se parle pas. Je rentre à la fac, là je commence mes trucs militants, et il s'avère que une fois, donc cette fameuse dernière année d'études là, je fais une prise de parole pour Amnesty International.
je repars, et sur le chemin du retour, je reçois un message Facebook de Victoire qui me dit « Ah, j'ai vu ce que tu faisais, trop chaud, on était au lycée, je sais pas si tu te souviens. » Et moi, je lui dis « Oui, évidemment que je me souviens, etc. » et tout. Et on commence à parler de ça, et elle me raconte l'histoire que depuis la fin du lycée, elle s'est rasé la tête, tu vois, elle a fait ce qu'on appelle un big shop pour laisser pousser ses cheveux naturels et vraiment exister comme elle le souhaite. Son rêve, c'est d'avoir un afro géant, tu vois. Je veux interviewer Victoire en premier, plein de choses font que je le fais pas. Et finalement, un matin, mon téléphone sonne et c'est une amie d'enfance à moi, Astou, qui m'appelle. Elle me dit, est-ce que t'es au courant? Et Victoire était décédée dans la nuit. C'est pas vrai. Et donc, paix à son âme. Et aujourd'hui, ça fait 7 ans. Et je me dis toujours, pourquoi tu vois, ce truc-là, ça me quitte pas et ça me reste en tête, parce que pour moi, c'est la parfaite signification que Victoire, elle aura pas eu le temps d'exister comme elle le souhaite. Et elle se sera pas vue dans le miroir comme elle voulait, parce qu'elle a perdu du temps. Et pourquoi elle a perdu du temps? Parce que il y a des personnes privilégiées, dont je fais partie, tu vois, des personnes blanches qui, à l'époque, on se rend pas compte que c'est des sujets et on passe à côté, si tu veux. Et quand j'ai appris son décès, je me suis mis un truc en tête, je me suis dit, ok, je vais le faire, ce documentaire, parce qu'il faut qu'il existe, pour en fait. Aussi, Et en fait, au-delà du documentaire, il faut que ce sujet-là existe. Après, comme il faut faire attention, le but c'était pas de parler à la place des personnes concernées, moi je voulais pas prendre la place de quelqu'un, j'ai vraiment concentré ce documentaire là sur le privilège blanc, donc de m'adresser aux personnes blanches en premier, de tendre le micro aux personnes non blanches qui subissaient des choses, mais vraiment la problématique du documentaire, c'était sur le privilège blanc. On va faire peut-être une petite avance rapide vers la fin du documentaire où là, tu cherches à le vendre. Ouais, en fait, pour te dire, je le commence en autodidacte. J'ai vraiment pas l'ambition à l'époque de... Tu sais, il y a un espèce de truc, tout à l'heure on parlait de classe sociale, il y a un espèce de truc de me dire, bon, dans tous les cas, ils vont pas s'intéresser à ce que je fais. Donc, puis même, on contacte qui? Ouais, tu vois. Et voilà, c'est ça, c'est que dans nos cœurs de métier, quand tu veux débuter sur des trucs comme ça, si t'es pas dans la voie classique et que tu commences à être autodidacte, c'est pas sur internet, tu tapes pas contact mail de Netflix et tu trouves le mail. Et du coup, j'enclenche. C'est très marrant que tu dis ça, puisque j'enclenche mon départ à Paris, où là, je me dis en tête, par contre, parce que j'avais déjà eu de beaux invités quand même, tu vois, Assa Traoré, que je suivais beaucoup dans les manifestations, m'avait permis d'être dans son numéro des Inrocks, où elle parlait de mon documentaire qui était en cours de production et tout. J'avais eu Aline Tacite, Juliette Smeralda, qui est une sociologue mondialement connue sur ce sujet. Donc j'avais eu du beau monde, donc je m'étais dit, viens à Paris, c'est là que ça se passe. On sait pas quelle voie ça peut prendre. Le Covid tombe. Yes, on adore. Évidemment. Le Covid tombe. C'est pas mal pour aller à la rencontre des gens en vrai. Et du coup, je rebrousse chemin parce que pas de rencontre. Je me dis, vas-y, je rentre à Bordeaux. Tu vois, on savait pas vraiment à l'époque. Faut se remettre dans le contexte. On sait pas ce que c'est, ce que ça va donner. Et le fait est que là, ça a donné une vraie quarantaine. Donc j'ai bien fait de repartir à Bordeaux parce que moi j'avais un jardin là-bas. C'est clair. Et je repars et j'ai un peu ce sentiment de putain, j'avais travaillé, tu vois, pour arriver des sous de côté et tout à Paris. Là, ça tombe un peu à l'eau. Je prends un coup derrière la tête. Et par contre, dans ce coup derrière la tête, je fais une story comme d'hab où sur mes réseaux sociaux, je parle de sujets qui sont comme ça. Et je pose mon téléphone. Le lendemain, je me réveille. La story, elle a pop de fou, genre des centaines de milliers de vues, tu vois, vraiment et tout. Mais non. Vraiment, et à l'époque, c'était la grande mode encore de Facebook, et sur Facebook, elle fait quasi 1 million de vues, tu vois, et c'est mes potes qui me préviennent, et où en gros, je parle du racisme aversif, et comme toi, les gens ont la même réaction, en mode, on connaît pas ce terme. Et je reçois un DM d'une personne pour qui j'ai beaucoup de reconnaissance. Moi, je dis que dans la vie, parfois, tu croises des faits, des gens, elles voient des choses en toi, ton talent, tu vois. Et du coup, Kevin Razi, pour qui j'ai écrit plus tard, il m'envoie un DM, et franchement, d'une simplicité folle, il me dit, ouais, frérot, salut et tout. Moi, en gros, je connaissais pas le sujet dont tu parlais. Pourtant, je suis concerné. Est-ce qu'on peut se rencontrer et parler? Oh, trop mignon. Et moi, c'est très marrant parce qu'à l'époque, je vois une pastille bleue dans mes DM et j'ai ce réflexe que j'appelle réflexe de pauvre où je me dis, je fais pas confiance. Je me dis, et c'est mes potes qui me disent, vas-y, t'es fou, toi, réponds. Et je te la fais en accéléré. Je réponds. Je monte sur Panery. La première fois où on se rencontre, on discute plus de 3 heures, pardon. Et il s'avère qu'à l'époque, il avait une boîte de prod. Et vraiment, la confiance s'est installée au fil des mois parce que c'était pas dès la première rencontre, mais quelques mois plus tard, alors qu'on se connaissait, il m'a dit, écoute, moi, je suis chaud de le produire, ton documentaire. Il se décide à le produire. Là, quoi, tu te dis quoi dans ta tête? C'est bon. Alors là, quand lui, il me dit, on va essayer de le vendre, donc, pour expliquer aux gens, en gros, il te signe une option, il te représente en tant que producteur, et lui, il essaye de le vendre à des distributeurs. Les distributeurs, c'est des gens comme Amazon, Netflix, France Télévisions, ça peut être n'importe qui. Des petites boîtes émergentes, quoi. Des petites peines.
Et donc ça c'est le rôle d'un producteur. Donc moi j'ai full confiance, je suis avec un producteur à taille humaine, tu vois, qui me connaît et tout. Et là je suis la dans classe aussi, enfin. Ouais, c'est quelqu'un que j'ai regardé à la télé quand j'étais jeune et tout. Donc là ça fait quand même un premier truc et ça fait un premier truc de légitimité chez mes potes, comme j'ai dit à Bordeaux et tout. Donc il y a un premier truc. Mais je m'emballe pas trop. Ok, bien. Parce que le revers est venu un peu plus tard. Là, je m'emballe pas trop à ce moment-là. Je suis juste très enthousiaste. Okay. Et je me dis de nouvelles possibilités. Et surtout, je réduis un peu mon syndrome de l'imposteur. Je me dis, ok, t'intéresses des gens. T'as un propos, t'as quelque chose. Ouais. Le temps passe. Je sais pas, il y a 6-8 mois où il travaille d'arrache-pied pour trouver un distributeur. Il en trouve un. Que je vais pas citer ici, mais il en trouve un, tu vois. Un gros? Ok. À l'époque, il en trouve, enfin qui existe toujours, mais The en fait, shade. non, en gros, il existe toujours ce distributeur-là, mais à l'époque, il avait monté une succursale qui était focalisée sur du documentaire, tu vois. Okay. Si j'ai dit ça, les gens vont, suivez, ils vont trouver. Tu vois. Ce qui me saoule, c'est que moi là, je n'ai toujours aucune idée. Je vais te le marquer. Parce qu'en plus, moi, j'aime trop, les gars, j'aime trop les potins. Je suis pas quelqu'un, je sais garder un secret, mais j'aime trop. Aïe, ok, il vient de m'écrire. Et donc, du coup, c'était stylé grave. C'était grave stylé. Street cred. Exactement. Et un jour, et du coup, Kevin m'appelle et il me dit, gros, on a trouvé, tu vois. Et dis-toi bien que donc, du coup, on vend ce truc. Mm-hmm. Et ça va jusqu'au premier rendez-vous où moi, je rencontre les 2 boss de cette structure-là. Incroyable. Et ils me parlent et franchement, carte sur table, ils me disent, écoute, de base, on connaît pas le sujet. Nous, on est des personnes blanches, mais de fait, du coup, ton positionnement nous intéresse énormément parce que c'est un enjeu sociétal et c'était une plateforme qui traitait que des enjeux sociétaux, tu vois, c'est des documentaires à... Je me rappelle maintenant. Voilà, tu vois, c'était des documentaires vraiment un vrai enjeu. Ouais. Ça nous intéresse. Là, par contre, je sors. Là, je suis en feu. Là, je suis en full. C'est le premier truc de ma vie, j'ai percé, tu vois. Ah ouais. Je redescends à Bordeaux. T'achètes le champagne trop cher en te disant c'est une avance de ce qu'on va me payer. Moi, je l'ai fait ça. Exactement. On ne peut plus jamais faire. Exactement. Tu sais où tu t'achètes. Alors moi, c'était pas ça, mais j'allais m'acheter une belle fringue. De fou. Mais jamais, les gars, jamais. Mais moi, pour te dire, je me souviens, je descends à Bordeaux. J'ai un meilleur pote à moi qui a sa maison et je lui dis vas-y, appelle tous les gars, appelle tout le monde. Appelle tout le monde. Et donc, tout le monde, il y a beaucoup de monde. Projet X. Tout le monde vient. Et je fais un énorme barbecue. Je réunis, du coup, il y a mes parents, il y a l'équivalent de ce que j'appelle ma deuxième famille et tout. Et je leur dis, bon, ben voilà et tout. Et le nom, eux, ça leur fait tilt. Et tu sais, quand t'es pas de ce milieu-là, tes points de repère, c'est que des noms de gros trucs. C'est Netflix, c'est Prime, tu vois, c'est que ça. Pour ton entourage, sinon, en tout cas, moi, du milieu d'où je viens, sinon, c'est difficilement palpable de réussir comme les 3/4 des gens, mais oui. Tu vois, de réussir à comprendre ce que tu fais et tout, surtout que je suis auteur, mais j'écris pour plusieurs trucs à la fois et tout. Et à ce moment-là, encore, j'ai rien écrit de ce que t'as cité avant, tu vois. Et du coup, je l'annonce. J'ai même encore les vidéos dans mon téléphone où il me filme en train de l'annoncer. Je suis en short, maillot de basket, comme ça. Je dis, ouais, ben voilà et tout. Et bref, tout le monde est content, tout le monde me célèbre. Je crois même ils me mettent dans la piscine parce qu'il y a une piscine. Puis limite jeune prodige, quoi. Tu vois. Ouais, il y a un truc en mode et vraiment très touchant parce que je sens dans certains de mes potes, les regards de gros, on comprenait rien, mais la vie de ma mère, on savait. Ouais. Genre, on savait que ça le ferait. Et là, pour eux, c'est le truc de voilà, tu vois, tu t'avais raison et du coup, par effet ricochet, on avait raison, tu vois. Et le temps passe. Je rigole de ouf parce que genre des déconvenues comme ça, on les a toutes plus ou moins fortes, on les a toutes vécues et je le ressens à l'intérieur le truc où la première marches, elle est dure. Elle est grave dure et tu sais tu marches dans la rue limite t'as du faux vent sur les cheveux. Tout d'un coup t'as l'impression que tout le monde te regarde en mode yes. Ouais, c'est ça. Les quelques heures plus tard, quand tu dis bonjour, la caissière elle te répond bonjour, tu dis à elle, c'est pour le documentaire. Elle sait pour le documentaire. Alors que non, à l'époque, vraiment rien du tout, tu vois. Et temps passe et en fait, t'as vu l'argent. Non, même pas parce que ce qui se passe dans ces moments-là, c'est faut conclure, tu vois, la vente et tout. Ah oui. Et mais par contre, on commence à taffer sur un calendrier de tournage. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, tu dis, j'ai un podcast qui s'appelle Anecdate et dans lequel on parle beaucoup des enjeux liés au date et tout. Et il y a un truc qui revient souvent dans le date, c'est le ghosting. Et ben la vie de ma mère, ça arrive aussi dans le milieu pro. Ah ouais. Puisque du jour au lendemain. Horrible. Plus rien. Et en fait, pourquoi ? C'est parce que cette succursale de cette grosse plateforme
a fermé pour cause financière. C'était la première. C'est une grosse plateforme qui est présente partout dans le monde. Par contre, c'était la première fois en France qu'ils ouvraient une succursale comme ça. C'est horrible, le ghosting dans le milieu pro, c'est... Et en fait, attention, c'est horrible pour moi, mais c'est horrible pour mes producteurs, et notamment pour Kevin à l'époque. Parce que Kevin, lui, il est en train de producteur, il se dit, ouais, mon artiste, je peux pas le tenir au courant, il va commencer à douter de moi, alors que je lui ai vendu le truc. Sauf que moi, j'ai vraiment rien. Moi, j'ai un lien de confiance qui est comme ça, qui bouge pas avec Kevin, donc je savais, tu vois, il m'avait prouvé trop de trucs. Enfin bref, c'est une bonne personne, quoi. Une gratitude éternelle envers lui. Et du coup, bah, de toute façon, la réalité fait que on se rend vite compte des trucs. Dans les journaux, ça sort et tout. Et donc là, on se dit, c'est fini. Et surtout, moi, j'avais prévenu la famille de Victor. Et moi, le but, ce que je voulais faire, c'était que je voulais prendre une partie même de ce que ça me rapportait pouvoir créer une association, tu vois, pour essayer de aussi distribuer le truc. Et donc là, tu dois culpabiliser aussi. De te dire, j'ai voulu, en fait, j'ai mis des paillettes, j'ai tellement gentiment voulu redonner de la joie, machin, qu'en fait, je m'en veux. Et même et je te dis, ça m'a vraiment laissé un trauma sur ça, c'est que maintenant, parfois, j'ai des idées, j'ai des touches de projet, mais avant d'en parler aux gens, j'attends vraiment le dernier moment parce que je déteste être le transmetteur de faux espoirs, tu vois. Et il y a aussi une anecdote qui est liée à cet échec-là, qui est une leçon, qui est, je le dis pas à mes proches, je le dis à un proche à moi, le documentaire il est annulé. Et les autres, les mois ils passent, et par effet ricochet, mon proche il le répète. Parce qu'en plus, il me voit moins présent et tout, tu sais, je recommence à monter sur Paris, etc. Et un jour, il y a deux de mes potes qui viennent me voir. Comment tu fais pour garder ça en toi? La vie de ma mère, j'ai honte. Mon pauvre. Et en fait, ils viennent me voir un jour. C'est pas de ta faute, tu vois ce que je veux dire? Et ils me disent ça. Et oui. Ils me disent, mais gros, pourquoi tu nous l'as pas dit et tout? J'ai dit, mais la vie de ma mère, les gars, j'ai gavé honte. Ils m'ont dit, mais c'est pas toi. Et j'ai dit, ouais, mais il y a ce truc, j'étais là, barbecue, j'ai fait ça. Enfin, je sais pas, en fait, j'avais peur que tu sais, ce que ça a acquis de confiance envers moi, que ça le reperde en mode, c'est un pétard mouillé, en fait, tu vois. Bien sûr. Alors que non, tes proches, ils sont là pour t'aimer, et tu vois, tant que tu traces ta vie, ils te voient heureux, en bonne santé, c'est le principal. En tout cas, chez moi, ça marche comme ça. Et du coup, suite à ça, ça te prouve que t'as des bêtes de potes, en fait, qui sont là pour toi dans les moments où toi, t'as du mal à gérer la situation, à sortir tes sentiments. Tu te dis, même si un jour je fais un film avec des millions d'entrées et qu'il y a un bad buzz, ils seront là. Tu dis parce qu'en fait ils étaient là avant, ils seront là après. Et puis le truc que ça a éclairé au final, où moi par contre je crois beaucoup au destin, qu'il n'y a pas de hasard que des rendez-vous, et je pense que cet échec là et du coup cette leçon là par extension était un vrai rendez-vous, c'est que ça m'a lancé sur ce que je fais aujourd'hui, en fait. T'as commencé à bosser pour Kevin après? Comme il avait vu ce qu'on faisait, quelques temps après, il me recontacte, il me dit, voilà, moi j'ai un projet. Au départ, il veut s'entourer de co-auteurs. Le temps passe, il me dit, mais non, en fait, je veux qu'il y ait que Emmerich co-auteur. Tu te rends compte? Et je te dis, c'est pour ça que c'est une folie. Gap de fou sur le gap de confiance de fou. C'est-à-dire que ce mec-là, tu sais, il croit en mon talent. C'est des gens, j'ai pas besoin qu'on s'appelle tous les jours, j'ai pas besoin. Ce qu'ils ont fait, c'est trop gros, tu vois. Et puis je me dis que quand ça te tire vers le haut comme ça, après, en plus, c'est vraiment un effet ricochet hyper positif où t'as vraiment envie de donner le meilleur de toi-même pour justifier de cette confiance-là. C'est que du positif, quoi. C'est une effet boule de neige positif. T'as envie d'être à la hauteur. Si bien que, du coup, tu le dis dans ton milieu professionnel, oui, on te demande quel est le projet, tu dis j'écris ça. Là où je te dis, j'ai été un élément de la reconnaissance envers lui, c'est que quand les gens me considèrent, parfois ils me considèrent parce qu'ils considèrent Kevin et que j'ai écrit pour Kevin. Donc du coup, c'est un ricochet pour moi. Moi, j'ai pas peur de dire, tu sais, dans tous ces échecs-là, ces leçons que j'ai apprises, il y a des gens, c'est mes grands frères, c'est mes grandes sœurs, tu vois. Et lui, c'est le cas. Je jouis trop, tu vois, de son image, de tout ce que ça a éclairé. Mais à côté de ça, avant d'écrire pour lui, je fais d'abord le basculement de commencer mon podcast. Et c'est à l'époque où c'est pas encore la mode du podcast comme aujourd'hui, tu vois. Je pense qu'on a commencé tôt tous les deux sur ça. Et pareil, en fait, je le commence avec la même ambition que le documentaire, finalement. Un truc autodidacte, je veux parler autour de gens de chez moi. Sauf que là, avec ce podcast-là, t'as les pleins pouvoirs, alors que sur une plateforme, ça aurait jamais été le cas. T'as peut-être moins à prouver aussi à deux grands Manitou qui ont beaucoup de
qui ont une stature, plus d'expérience que toi. Bref, parfois, tu sais, on est tellement intimidé, on a tellement envie de bien faire pour les autres qu'on presque on se bloque un peu, on bloque un peu sa créativité. Avec ce podcast-là, tout d'un coup, vraiment, c'est ton espace à toi. C'est ça, c'est comme tu dis, il y a aussi un truc de... Tu sais, parfois quand tu te retrouves dans des grands endroits, avec des gros circuits comme ça, moi, il y a pas mal mon syndrome de l'imposteur qui revient, mais par rapport à ma classe sociale. Je me dis, qu'est-ce que moi je fous là? Et parfois, je fais le parallèle, c'est ce qui m'a permis de faire le podcast. Je me dis, putain, mais si moi je me dis ça, imagine les femmes. Imagine les personnes non blanches. Parce que même, je viens d'une classe populaire, mais je reste privilégié, tu vois. Et du coup, ça m'aide à me dire, ok, il y a quand même une vertu dans le fait d'être autodidacte. Alors attention, je vais pas non plus tomber dans le discours. Je pense que c'est pas fait pour tout le monde. Et il y a pas de mal, tu vois. Il y a des gens qui sont faits pour, il y a des gens qui sont pas faits pour, tu vois. C'est clair. Il y a des gens qui ont beaucoup plus le profil de réussir dans les grandes structures. Et il faut leur rendre hommage parce que c'est aussi des prouesses, tu vois, de savoir s'y adapter. Toujours, il y a un truc qui me semble hyper important. J'ai l'impression, et d'ailleurs depuis le gouvernement Macron, où on a vachement mis en avant la Startup Nation, etc., que c'est un nouvel Eldorado, que c'est le côté cool. Et moi, je le redis officiellement. Je crois à l'heure actuelle que j'aimerais parfois, oui, revenir en CDI parce qu'il y a vraiment plein de points positifs au CDI et c'est devenu presque ringard et pas cool d'être en CDI alors que pas du tout. Enfin vraiment, j'en ai marre qu'on ait ce discours-là. Et surtout, ça fait, moi, ça me fait écho à un truc, c'est, tu vois, tous mes projets, ils sont à impact social et dans l'impact social, comme j'ai dit, on fait de la vulgarisation de la sociologie et de la vulgarisation politique aussi. Et ce qu'il faut se dire derrière là, c'est que dans ce qui parfois t'est tendu comme un progrès, il y a aussi déjà moins de sécurité. Ah mais c'est une catastrophe. Il y a moins de sécurité, c'est-à-dire que un CDI t'offre une sécurité d'emploi. Il y a des gens qui ont besoin de cette sécurité-là, tu vois. De protection c'est en fait juste quand tu deviens freelance, tu te mets dans une posture où t'es en permanence en insécurité, mais de tout. Et je suis pas certaine que ce soit la clé du bonheur, en tout cas pas d'une santé mentale fiable et sécure et linéaire. Tu vois. Exactement. Et puis tu sais, c'est moi ce que je dis toujours aux gens, c'est attention aux formes de progrès qu'on vous propose. C'est-à-dire que si on vient te chercher, t'es dans une zone précaire, on te dit non mais tu vas être ton propre patron, t'inquiète, etc. Mais qu'en fait, sous couvert de ça, pendant que t'es ton propre patron, parce que tu peux être ton propre patron, mais le but c'est d'avoir un autre modèle qui existe pour un jour, si ça va pas, pouvoir t'y retourner. Typiquement le CDI, comme ça. Ouais. Mais si en fait on t'envoie vers ce progrès-là, et pendant qu'on t'envoie vers ce progrès-là, on casse le reste, et que CDI, quand tu te retournes, ça existe plus parce qu'ils ont martelé le droit du travail, là les plus démunis vont en pâtir, tu vois, une fois de plus. On le voit avec le chômage à l'heure actuelle. J'ai revu un truc disant mais le chômage c'est pas, on vous le donne pas, vous cotisez pour votre chômage en fait. Tu vois, c'est un droit. C'est des acquis sociaux pour lequel tu cotises, tu payes pour ton propre chômage. Et à l'heure actuelle, on est petit à petit en train de l'effriter ce chômage. Moi, j'ai eu l'immense chance d'avoir une rupture conventionnelle. Qui m'a permis, je l'ai négocié, la force de poignet, elle m'a pas été octroyée facilement, mais ça m'a permis de lancer ce podcast et j'ai eu cette immense chance d'avoir cette sécurité. C'est exactement ce que tu dis. En plus, c'est le point noir de ce système-là, c'est que leur dire oui, mais ce qui a permis de se lancer, c'est la plupart des gens ils se sont lancés grâce au chômage, grâce aux acquis sociaux pour qui des gens se sont battus. Donc moi-même j'ai cotisé parce que j'étais en CDI. Tu vois ce que je veux dire? Comme tu l'as dit, j'ai cotisé pour tout ça pour dire que. Mais tout ça pour dire que par contre, oui, pour en revenir au podcast, oui, ça tord sur le plan édito et intellectuel, ça t'offre idée sur une liberté et tout. Après, moi, je crois dans tous les cas, comme je l'ai dit, le podcast, je l'ai pas commencé pour que ça devienne mon métier. Il faut être animé d'abord par ce que tu fais, ce en quoi tu crois. Mais par contre, il faut être attentif ou à un moment donné, selon les opportunités que tu as, etc., les endroits où tu te trouves, il y a peut-être quelque chose à basculer pour construire autre chose, tu vois. En revanche, est-ce que toi aussi, ça t'a donné une confiance en toi? Moi, j'ai l'impression que mon podcast, ça m'a assise. Tu vois? C'est intéressant. Je pense que j'ai toujours été de nature... Je dirais même pas confiance, c'est juste que
je me suis jamais posé de questions quand je me lance dans mes projets. Attends, mais les mecs, mais vous êtes tellement chiants, c'est trop un truc de mec, mais j'en rêve. Tu fais bien de dire ça parce que j'allais y venir. C'est vraiment, c'est plus que d'une chance, c'est un privilège. C'est un privilège pour moi parce que on éduque les hommes à ça. C'est-à-dire que il y a des sociologues, Marie Durubella, Norbert Elias, qui ont beaucoup parlé de ça, et on t'explique toujours que la sociabilisation d'un jeune garçon, donc quand il grandit, elle est basée sur la libération de son plein potentiel. D'accord. Dans notre manière de nous éduquer, nous on nous dit vas-y, tu vois, le monde est à nous, les espaces sont à toi, tu vois. C'est ça. Prends la parole, fais du bruit, colonise l'espace. Bon, c'est pas dit de cette manière-là, mais tu vois, c'est sous-entendu. Tandis qu'une femme, sa sociabilisation, ça va être correspond à tel modèle. Il y a qu'à le voir, c'est que souvent on érige les femmes entre elles. Ça, c'est les femmes ambitieuses, start-up women. Ça, c'est les femmes au foyer. Alors que tu peux être plein de choses dans la foi, tu vois. Moi, je connais des femmes, elles sont à la fois maman, à la fois maîtresse d'un business, tu vois. Bref, tu peux être. Mais du coup, dans la sociabilisation, ça coûte. Donc oui, en effet, j'ai un privilège, c'est que je me suis jamais posé toutes ces questions. Moi, quand je prenais mon téléphone, je prends toujours un exemple tout con. Sur toutes mes stories, quand je me filme sur les réseaux sociaux, je me filme d'en bas. T'as vu, parce que moi, j'ai pas besoin d'être toujours un flic. Il y a pas un connard ou tu vois, qui va me venir dans mes DM me dire, t'as l'air fatigué aujourd'hui. Ça ne m'arrive pas en tant qu'homme. Donc, forcément, quand t'as un terrain comme ça qui est déblayé avec des privilèges, tu te lances plus facilement dans l'aventure. J'avais, pour Magic Maman, j'avais fait le montage d'un podcast hyper intéressant où une sociologue et une psychologue parlaient du fait que c'est dès l'âge de 2 ans où les enfants captent qu'il y a une différence entre les sexes. Ouais, très, très tôt. Tu me tends une perche énorme. Il y a un travail de Julie Pazis et Wilfried Ligné, qui sont 2 sociologues, qui ont établi il y a pas longtemps ce qu'on appelle une conscience de classe et de genre embryonnaire. Classe aussi. Et en fait, eux, ils s'en sont rendus compte comment. Au départ, ils voulaient juste s'intéresser à comment ça se fait que les enfants, ils font autant de classements. Dans les jeux. Et en fait, ils se sont rendus compte que beaucoup d'enfants, on l'a tous fait, tu vois. Il y a le classement de... Moi, je dis souvent, petite anecdote, quand j'étais à l'école, j'ai été élu plus moche de la classe. Tu vois. Yes, mon pauvre, tu ça vois. marche. Donc, bref, il y a tout le temps des classements, qui c'est le plus fort, qui c'est le plus ci, qui est le plus ça, tu vois. Ça va, il s'est bien rattrapé. C'est gentil. Julie Pagis et Wilfried Ligné se sont intéressés à ça, et en s'intéressant à ça, alors que c'est pas ça qu'ils cherchaient de base, je crois, ils se sont rendus compte, un jour, ils font classer le métier de femme de ménage, tu vois. Ils se rendent compte que les garçons classent le métier de femme de ménage comme, en gros, surtout métier à éviter très vite, tu vois. Et que même des garçons qui sont pauvres et qui ont dans leur entourage des femmes de ménage classent ce métier comme à éviter. Et en gros, je vous la faire en accéléré, je vous invite à aller lire l'étude, mais la conclusion, c'est qu'il y a une conscience de classe et de genre embryonnaire en mode si je fais ce métier-là au niveau de la classe sociale, ça va être nul pour moi. Et surtout, en tant qu'homme, non, je le laisse aux femmes parce que c'est un métier de femme, tu vois. Donc, en gros, ça se matérialise très très tôt, tu vois, dans l'esprit des gens. Parce que la sociabilisation commence dès le plus jeune âge. Et dès le plus jeune âge, même si t'es un enfant, t'es sociabilisé et t'es au contact de comportements de tes parents, de l'école, de ci, de ça. Et puis les jeux pour petits garçons souvent sont plus bruyants que les jeux pour petites filles. Il y a aussi ça où on prend l'espace parce que quand on a un petit garçon, souvent les petits garçons, pas tous, et puis ils ont tous envie de jouer à plein de trucs, mais tu sais, t'as un petit costume de chevalier et tout, faire la guerre c'est bruyant, on se tape, etc. Alors que le super jeu qu'on avait de stylisme, ça pour petite fille, on était tout assis par terre avec nos papiers et nos crayons. Et puis même, tu sais, c'est l'image de, c'est très fort ce que tu dis, et les jeux de toute façon font partie de la sociabilisation. Et c'est l'image de une petite fille, c'est une princesse. Une princesse, faut être discret, élégant, ça attend le prince charmant, tu vois, c'est dans une posture où ça attend. Le petit garçon, c'est le chevalier qui va conquérir, tu vois, qui va prendre de l'avant. Évidemment que ça a un impact, tu vois, dans les, c'est pour ça que, heureusement, les choses évoluent, que de plus en plus, on a des trucs unisexes dans les magasins, des jeux et tout, et c'est pour tendre vers ça, c'est pour se dire, ça fait partie de ces choses-là, tu vois. J'étais sûre qu'on allait parler politique avec toi. Ça dévie un peu. Ça dévie forcément, mais aussi, il faut dire la chose, c'est qu'on est en pleine période électorale. Tout le monde en discute. Moi, j'étais déj d'anniversaire avec André, on me parlait politique. La pauvre, tu vois. Non, la meuf, elle est là avec sa petite bougie et nous, on est là, oui, parce que tu comprends. Bon, c'est nécessaire en ce moment de parler de ça. On boucle la boucle avec ce qu'on disait en début d'épisode. On est des aides sociaux, donc ça passe par là, tu vois. Ouais, de ouf. Qu'est-ce que tu retiens aujourd'hui
de ce premier faux espoir qui t'a finalement porté? Je retiens ce qui est pour le coup, je pense, une valeur de gauche, c'est-à-dire l'espoir au contraire, tu vois. Ok. C'est-à-dire que pour moi, tu peux pas être... comme je t'ai dit, tous mes projets, ils sont à impact social. Qui dit impact social dit une nature de progrès derrière, progrès collectif. Et en fait, tu ne peux pas faire du progrès collectif si tu y crois pas, en fait. Et c'est pareil, là. Oui, je me suis pas... Alors, ça a été très dur à digérer, hein. J'ai mis du temps à le digérer. Mais au bout d'un moment, ce qui m'a repris, c'est de me dire, bon frère, dans tous les cas... c'est passé. D'abord, le truc collectif, de dire, il y a pire. Et ensuite, te dire, mais non, mais la vie de ma mère, que ça a du sens que tu fais, continue, en fait. Et faut faire mieux, comme le dirait un célèbre. Et attendre d'avoir l'argent sur le compte en banque pour en parler, c'est ça. Et depuis, j'ai une phrase que je dis toujours à mes proches, ce sera une belle conclusion, mais je dis toujours, tant que j'ai pas appuyé sur le bouton play de la caméra dans les studios où il y a les gens qui payent la caméra, j'annonce pas, tu vois. Tu vois, cette année, peut-être pour finir, j'ai eu une négociation qui a pas abouti, qui pouvait être du même ordre, qui pouvait changer beaucoup de choses. Je l'ai beaucoup mieux digéré grâce à cet échec et ce faux espoir, tu vois. La vraie leçon, c'est ça aussi. C'est, j'ai appris à laisser les choses me traverser, les digérer. Là où avant, ça me heurtait et je bloquais dessus, je ruminais, tu vois, ce truc et tout. Et en fait, quand ça t'arrive une fois et que c'est tellement une grosse boule, en fait, à ruminer tu vois, et dont il faut manier, que t'as pas le choix de te laisser traverser par ton émotion et avancer. Maintenant, je pense que je fais ça alors qu'avant, je savais pas le faire. Je laisse mes émotions me traverser. Ah, ça, c'est une bête de conclusion et je pense que c'est ultra important de le garder en tête. C'est pas toujours facile et il faut être un peu doux avec soi quand on n'y arrive pas. Mais, franchement, on a besoin parfois de connaître des trucs comme ça pour digérer les suivants et de faire « Ok, je sais comment j'ai réagi la première fois, j'ai survécu, je survivrai à celle-ci aussi, quoi. » Fort. Merci beaucoup. Merci à toi pour l'invitation. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram @Paulette_Grisoni, sur Twitter, podcast LL en majuscule, ou sur Facebook, La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.